Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle émission de En direct sur Mediapart. C'est notre émission live mensuelle et notre émission de rentrée. Pour cette rentrée, on a construit un dispositif un peu exceptionnel qui change de nos précédentes émissions en décidant en partenariat avec Reporters sans frontières de consacrer les 2 premières heures de ce En direct sur Mediapart à la situation de l'information, au droit d'informer, au pluralisme de la presse et des médias, et ce, dans le monde comme en France. Et puis, à 20h30, on se retrouvera pour les grands débats de Mediapart, en tentant de répondre à cette autre question, est-ce qu'il faut encore sauver le Parti socialiste? On a donc choisi pour cette rentrée de septembre de traiter 2 thèmes qui vont être au cœur des débats publics des mois à venir et de cette année électorale. D'une part, le droit des citoyens à être correctement informés et d'autre part, la question du Parti socialiste dans l'ensemble des gauches. Alors, avant de nous retrouver à 20h, on va donc entamer 3 débats sur la question de l'information. Mediapart et cette émission en direct de Mediapart est aujourd'hui en accès libre. Le reste du site est également consultable. Mais puisqu'on va parler d'indépendance des médias, Mediapart est un média totalement indépendant et il est indépendant grâce à vous, lecteurs, spectateurs et auditeurs, grâce à la démarche que vous faites de vous abonner et de soutenir la production d'un journalisme indépendant. Et donc pour cela, nous vous proposons jusqu'à 24 heures ce soir une offre particulière d'abonnement, 6 mois, 20 €. Elle est accessible immédiatement sur le site. Et vous pouvez d'ores et déjà vous abonner tout en regardant ces débats organisés avec Reporters sans frontières. Premier débat, c'est la situation dans le monde. Et pour ça, on a invité plusieurs collègues. Et puis, il y a également plusieurs responsables de RSF qui sont présents. Je vous les présente très rapidement. Yasmine Kacha, vous êtes responsable de RSF à Tunis. Ali Amar est journaliste et a créé, il y a près d'1 an maintenant, un site indépendant d'enquête, d'investigation au Maroc. Ça s'appelle Le Desk, ledesk.ma, ce qui n'est pas une mince affaire et il nous expliquera les difficultés qu'il peut rencontrer. Sami Kilic est journaliste turc et évidemment la situation des journalistes en Turquie depuis le coup d'État avorté du 15 juillet est particulièrement délicate. Sami Kilic était journaliste dans la version française du site Zaman, qui a dû fermer ses portes il y a quelques semaines, le journal et le site Zaman en Turquie ayant été violemment repris en main par le pouvoir. Atanas Chobanov, vous êtes journaliste bulgare. Vous travaillez sur un site qui est également un site d'enquête très réputé en Bulgarie, qui s'appelle le site Bivol, et qui est aujourd'hui menacé, vous nous direz comment. Johan Beer, vous êtes le représentant de Reporters sans frontières en Russie et vous suivez également l'Ukraine. Et enfin, Julie Majerzac, vous êtes la représentante de Reporters sans frontières à Bruxelles et vous avez fait tout un travail spécifique sur la Grèce. À mes côtés, pour présenter ces débats, Christophe Deloire, qui est le secrétaire général de Reporters sans frontières. Et Christophe, RSF vient d'éditer plus qu'une plaquette, un petit livre, ou en tous les cas une très grosse brochure, qui fait un état des lieux de la liberté de la presse dans le monde. Je dirais que c'est plus que le travail fait d'ordinaire par RSF, où on a tous en tête la carte de la liberté de la presse dans le monde. Là, c'est une série d'enquêtes et c'est une série d'articles très intéressantes qui montrent comment, et ça ne se passe donc pas seulement en France, on s'aperçoit que c'est une tendance mondiale sur fond de crise générale des modèles économiques de la presse, eh bien, comment les oligarques, des grands hommes d'affaires plus ou moins liés au pouvoir, font aujourd'hui leur shopping sur le marché des médias et rachètent massivement titres, radio, télévision, ce qui impacte chaque fois la question de l'indépendance de leur rédaction. Christophe, un mot pour cette brochure. Oui, c'est un rapport qui a demandé une très longue enquête de Reporters sans frontières qui, comme vous savez, défend la liberté de la presse, combat pour elle partout dans le monde, en luttant contre les violations. Et les violations, souvent, elles sont violentes. C'est des journalistes embastillés, il y en a dans un certain nombre de pays dont on vient de parler, c'est des assassinats de journalistes, c'est des tabassages, ce qu'on appelle des exactions.
il y a des prisons visibles, celles dans lesquelles, derrière les barreaux desquelles se retrouvent les journalistes, et il y a des prisons invisibles, un contrôle qu'on qualifie de soft de l'information, doux en anglais, mais c'est souvent un gant de velours autour d'une main de fer. Et dans ces prisons invisibles, qui peuvent être de nature juridique, il y a la propriété, la détention des médias, avec ces oligarques. C'est un terme, on sait tous, emprunté à la Russie des années 90, dans cette décennie où l'avait fait Flores. Mais les oligarques, il y en a dans le monde entier. Ce n'est pas simplement des détenteurs de médias. Ce n'est pas simplement des propriétaires qui développent l'information, qui investissent dans l'information. Ce sont généralement des propriétaires qui ont d'autres intérêts dans tout autre secteur et qui achètent des médias pour les asservir, le cas échéant, à leurs intérêts ou à celles des dirigeants. C'est le cas en Chine, ce pays où un grand oligarque vient de racheter dans le sud le South China Morning Post, qui était un des journaux les plus libres de la Chine. C'est le cas en Inde, où sur les 800 stations de télévision, seulement celles qui produisent de l'information sont toutes aux mains d'oligarques. C'est le cas au Brésil, ce pays que Reporters sans frontières avait qualifié dans le titre de l'un de ses rapports de pays aux 30 Berlusconi. C'est le phénomène du coronélisme, ces dirigeants politiques locaux auxquels il est impossible de retirer les licences. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile de le faire, manifestement, que de déchoir la présidente du pays. Et puis, il y a la Turquie. Et la Turquie, c'est un pays dont, naturellement, l'ensemble de la presse parle beaucoup en raison du putsch, de la purge d'après le putsch, et puis des journalistes qui, depuis longtemps, font l'objet de multiples violations. On parle beaucoup moins, Sami Kilic, des amis du président, des oligarques qui possèdent des journaux. Alors, les oligarques en Turquie, c'est tout un système qui a été bâti. Alors, ça existait avant Erdogan. Il y avait déjà des hommes d'affaires qui faisaient et défaisaient d'ailleurs les gouvernements, ça a existé. Et c'était d'ailleurs l'un des thèmes de campagne du Raïs, quand il disait « nous sommes arrivés là en luttant contre les manchettes ». C'était notamment le groupe Doğan, le journal Hürriyet, centre-gauche plutôt. Mais lui, quand il est arrivé en 2002, mais bien après, c'est-à-dire au début des années 2010, il a mis en place un système qu'on appelle littéralement en turc la piscine. Donc c'est un pot commun où les hommes d'affaires versent de l'argent pour prendre la tête de certains grands médias ou forment de nouveaux groupes de médias. Et en contrepartie, donc ces oligarques vont faire le 3e aéroport, les TGV, les lignes de métro, etc. Donc voilà, c'est un système très bien ficelé qui en réalité a un double bénéfice pour Erdogan parce que premièrement, il se ménage donc la bienveillance des médias et deuxièmement, comme ce fonctionnement est bâti sur les grands projets, le peuple aussi est ravi de voir de nouvelles infrastructures qui se bâtissent. Et c'est vrai que là, il est fort, il a énormément de projets, et donc il bénéficie à ces quelques groupes. Alors on peut en citer, il y a le groupe Kalyon, par exemple. Donc j'ai lu dans la revue, vous avez cité Ferit Şahenk, le groupe Doğuş. Vous avez cité Demirören également, mais c'est plutôt des hommes d'affaires qui ne sont pas directement, enfin en tout cas dont le sort n'est pas directement lié au sort d'Erdogan. Il y en a d'autres, comme le groupe Cengiz, par exemple, le groupe Kalyon, le groupe Limak. Tous ces gens-là, on sait à peu près que si Erdogan disparaît, ils vont également soit passer devant les tribunaux, soit s'effondrer. Alors, dans le même temps, il y avait toutes ces dernières années, d'abord un gros dynamisme de la presse turque dans son ensemble et un relatif pluralisme, malgré les tensions, malgré les pressions. Oui. Ce qu'on voit depuis la tentative de coup d'État de 15 juillet, c'est véritablement une mise au pas des médias. Est-ce que vous pouvez raconter ce qui s'est passé pour Zaman, et Zaman qui a été accusé d'être en gros le relais de la confrérie Gülen, Gülen étant lui-même accusé par le pouvoir et par Erdogan comme étant l'organisateur du coup d'État. Alors, le 15 juillet, il y a eu une tentative de coup d'État. Le président de la République l'a immédiatement imputé à Fethullah Gülen.
Donc cet imam qui vit en exil aux États-Unis, assez influent en Turquie, dont les sympathisants ont créé de nombreuses organisations, des groupes de médias, des associations humanitaires, etc. Mais bien avant la tentative de coup d'État, le président de la République avait une dent contre le mouvement parce qu'il considérait que Gülen avait déjà initié en 2013 les investigations lancées contre lui et ses proches pour des affaires de corruption. Donc, le journal Zaman, qui est un journal de centre droit, disons, qui s'écoulait à quelques 900 000 exemplaires, qui était le journal le plus vendu de Turquie, a été confisqué en mars 2016. Et après le coup d'État, il a été fermé. C'est-à-dire que quand il y a eu la confiscation, on a transféré l'administration et la gestion à des administrateurs, à une tutelle judiciaire. Et alors on racontait que du jour au lendemain, il était devenu pro-Erdogan à fond, que d'un seul coup, tous les titres, tout avait changé. Dès le lendemain, on avait le président Erdogan en train d'inaugurer un pont avec son épouse. Voilà, en une, c'était l'image, ce qui n'était pas forcément la ligne de Zaman. C'est arrivé malheureusement à d'autres journaux turcs comme ça, des revirements forcés évidemment de ligne éditoriale en un week-end. Mais en quoi, lorsqu'il y a rachat par un oligarque, les lignes éditoriales sont-elles modifiées? On raconte qu'au moment des événements de Gezi, ces manifestations démocratiques de 2013, il y a eu un usage très fort sur les antennes de télévision, et à vrai dire, public comme privé, de documentaires animaliers. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que cette chaîne, c'est CNN turc. C'est-à-dire une chaîne qui appartient au groupe Doğan, et qui, par définition, ne fait pas partie du système de la piscine. Mais c'est un groupe de médias qui est assez domestiqué. Et quand il y a eu les manifestations sur la place Taksim, CNN turc diffusait un documentaire sur les pingouins, alors que CNN international donnait en direct les événements. Donc ça, c'est une peur, parce que bon, le pauvre Doğan, il est même là, je crois qu'il a un procès où il risque jusqu'à 23 ans de prison pour contrebande de pétrole, parce que lui, il est plutôt dans le secteur de l'énergie. Donc même la chaîne qu'on disait à peu près indépendante, CNN turc, n'a pas osé justement montrer ces manifestations. Donc imaginez le reste. Donc là, c'était complètement autre chose pour, par exemple, NTV, le groupe Doğuş, les gazettes comme Sabah, qui passent pour le vaisseau amiral de la presse pro-Erdogan. Donc là, effectivement, il y avait un énorme problème pour donner une information juste. Est-ce qu'il demeure en Turquie aujourd'hui, avec une telle purge, des propriétaires de médias qui ont le courage de laisser leur... Ça ne devrait pas nécessiter un courage que de laisser des journalistes travailler librement, mais qui, de fait, dans ce pays, ont ce courage-là? Ça dépend de ce qu'on appelle faire son travail de journaliste, parce que là, il n'y a pas d'investigation. Il n'y a plus d'investigation en Turquie. Il n'y a aucun sujet relatif, par exemple, aux affaires de corruption en 2013, relatif au bombardement des Kurdes à Uludere, relatif même au détail du coup d'État du 15 juillet. On ne sait toujours pas qui sont les leaders de ce coup. Donc il n'y a pas d'investigation. Mais il y a une presse d'opposition de gauche, alors kémaliste, qui demeure. Par exemple, il y a le journal Sözcü, qui vend à 200 000 exemplaires. Ils sont assez féroces contre Erdogan. Mais moi, je pense que justement, Erdogan, dans le système qu'il a mis en place, il a quand même besoin d'une opposition de Sa Majesté. Et donc, Sözcü joue ce rôle actuellement. Il y a également Cumhuriyet, dont l'ancien rédacteur en chef désormais avait été condamné à de la prison. Et là, il est en exil, je crois, en Angleterre. En Allemagne. En Allemagne, il est passé. Jeanne d'Arc, Reporters sans frontières, évidemment, beaucoup défendu. Avait beaucoup défendu. Donc ce journal, Cumhuriyet, par exemple, vend à 50 ou 60 000 exemplaires. Ce qui n'est rien par rapport à Hürriyet, à Sabah, qui vendent 400, 500 000 exemplaires. Passons peut-être à un pays qui lui a intégré l'Union européenne, la Bulgarie, Atanas, où un homme a été nommé à la tête des services spéciaux, un jeune homme. Exactement. Et c'est pas n'importe qui pour la presse. Oui, c'est Delian Peevski, qui est à la fois magistrat, d'où sa nomination au service secret. Il est député, il est extrêmement riche et possède dans sa déclaration de revenus une vieille Opel.
C'était le cas il y a un an. Maintenant, il a blanchi, enfin, il a montré un petit peu le sommet du iceberg de ce qu'il possède. En fait, j'aime beaucoup l'image de la piscine que vous avez évoquée. En russe, il y a aussi un mot qui désigne la caisse noire du gang, Abshak. C'est-à-dire l'endroit où on verse l'argent dans des comptes secrets en Suisse, ailleurs, dans des sociétés offshore. On ne sait pas où il est. En Bulgarie, M. Paevski est devenu le caissier. Enfin, il est devenu le trésorier d'un système qu'on appelle qui. Et pourquoi qui? Parce qu'on n'a pas compris qui a désigné M. Paevski à la tête des services secrets. Tout le monde a dit, mais ce n'est pas moi, alors que le Parlement a voté. Donc le système qui, avec un hashtag en bulgare, consiste très simplement à racheter la bienveillance du pouvoir avec des médias dociles. Le pouvoir donne des marchés publics aux sociétés écrans qui cachent la piscine. La piscine se remplit, l'oligarque et ceux qui sont autour s'enrichissent. Et ça tourne parce qu'il investit, il achète d'autres médias jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de médias indépendants. Pour ceux qui ne lisent pas le bulgare ou qui ne peuvent pas regarder la télévision en bulgare, à quoi ça ressemble les médias, les journaux, les télévisions de cet oligarque-là? Alors, c'est ce qu'on appelle ici la presse de caniveau. C'est même pas des tabloïds, enfin, c'est vraiment de la très, très basse facture avec des collages primitifs, mais qui chargent un homme politique ou une personne qui est devenue ennemi du système et qui l'assassine virtuellement. C'est-à-dire son caractère, son personnage doit devenir il doit être endiablé, présenté comme l'ennemi public numéro un. Et ça fonctionne parce que c'est une presse subventionnée par d'autres business et qui coûte très, très peu cher. Enfin, c'est même quelques en parlant de médias aussi liés à la arrive en Bulgarie. On a fait une enquête sur les sociétés écrans de Paevski et on a découvert qu'ils gagnent 90%, 95% même les marchés auxquels ils participent. Et la somme sur les 5 dernières années, la somme de fonds européens uniquement qu'ils ont siphonné par les marchés publics arrive à quelque chose comme 400 millions d'euros. Ce n'est pas négligeable pour un pays comme la Bulgarie. Justement, vous avez fait de grosses enquêtes sur les détournements de subventions européennes ou le siphonnage, comme vous dites, qui ont eu des impacts forts. Comment vous faites dans un environnement aussi hostile pour tenir? Quel type de protection vous avez? Comment vous arrivez malgré tout à poursuivre un journalisme rigoureux et d'enquête? Alors, l'avantage d'un pays qui fait partie de l'Union européenne, c'est qu'il doit respecter quand même quelques règles de transparence. Il y a une loi sur la transparence des institutions qui est meilleure qu'en France, je dirais, parce qu'en France, c'est très difficile d'obtenir des informations publiques, d'obliger une administration de répondre dans les 14 jours. En Bulgarie, c'est possible, même si des fois il faut faire des procès qui durent 1 an et demi pour avoir le droit de savoir qui a gagné telle commande publique, par exemple, ou quelle était la... on a toutes sortes d'enquêtes qui sont basées sur l'accès à l'information. Et là, vous avez cet accès. Parce que vous soulignez, effectivement, en France, on est en permanence en bagarre sur ce qu'on appelle l'accès aux documents administratifs. Et là, le paradoxe, c'est que la Bulgarie a été très forte dans la transparence juste avant d'accéder à l'Union européenne. Parce que c'était la politique de la carotte et du bâton. Et donc, on a ouvert quelques registres pour obtenir, par exemple, si je tape votre nom et votre date de naissance dans le registre des Bulgares des propriétaires, j'obtiens tout ce que vous avez en Bulgarie, dans toute la Bulgarie. En France, pour avoir
Ne serait-ce que un appartement d'un homme politique, il faut faire, ça coûte cher et il faut faire une enquête. Voilà. Vous avez d'ailleurs été poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Absolument. Après avoir révélé qu'un ministre bulgare percevait, je ne me trompe pas, illégalement une allocation chômage en France. Exactement. Le ministre, il n'était pas ministre à l'époque. Il travaillait en France. Ensuite, il a obtenu ses assédiques. Il s'est barré en Bulgarie. Mais il touchait ses assédiques en France. Il a touché quelque chose comme 15 000 euros. Maintenant, il y a un procès en France parce qu'avec l'équipe de M6 qui a fait un reportage dessus, on doit comparaître devant le tribunal administratif parce qu'il considère qu'il s'est fait calomnier en France. Et donc, là, ça continue. Là, c'était une procédure judiciaire. Absolument. Mais s'agissant des enquêtes que vous avez faites pour le site Bivol, qui enquête notamment sur les affaires de corruption, la collusion entre les responsables politiques, le crime organisé notamment, vous avez fait des révélations sur l'oligarque dont nous parlions, Delian Pevsky, et ça vous a valu une campagne de dénigrement. Ça nous a valu 3 ou 4 ou 5 unes de tous ces journaux avec des cornes comme des diables. Enfin, on a été vraiment assassinés virtuellement. C'est arrivé au point que les gens dans la rue, ils commencent, on ne sait pas si quelqu'un ne va pas nous attaquer, parce qu'on est devenus des ennemis publics. Alors il a même envoyé une équipe en France, dans mon domicile, pour faire un samedi, s'introduire et intimider ma famille. Donc c'était vraiment très très violent de ce point de vue, mais pour l'instant, on n'a pas été visé physiquement. C'est-à-dire il n'y a pas eu d'attaque physique, mais on s'attend à tout. C'est une forme de tabassage par votre presse. Tabassage. Mon collègue Hassan Yordanov, qui a fait des enquêtes dans les années 2000, il a été attaqué au couteau dans la rue, il a failli y passer. Heureusement, c'est un ex-commando, donc il a réussi à repousser les attaquants, mais c'était réel, ce danger de devenir cible d'attaque physique. Ali Amar, il y a presque un an maintenant, vous avez lancé un site d'enquête qui s'appelle Le Desk. Il y a longtemps, vous étiez un des fondateurs et des rédacteurs en chef d'un journal marocain qui avait une très forte réputation, qui s'appelait Le Journal, et qui a été fermé après une cascade de procès directement organisés par le pouvoir. Donc, vous avez vécu ensuite en exil, en Slovénie, à Bruxelles. Comment vous avez pu lancer à Rabat, votre site est basé à Rabat, à Casablanca, comment vous avez pu lancer dans le paysage actuel marocain, qui est plutôt celui d'un verrouillage et d'une fermeture des médias, lancer un site indépendant d'enquête ? Je pense que les univers se ressemblent. Oui. Le cadre général qui a été posé en début d'émission est à peu près le même. Bon, le Maroc n'est pas dans l'Union européenne, mais il a un statut avancé avec l'Europe. Donc il a des obligations aussi de transparence, d'une certaine manière. La situation, si on doit parler de l'oligarchie déjà, est un des aspects qui mine la diversité de liberté d'expression, en tout cas de la ligne éditoriale. Ce n'est pas le seul. La difficulté pour nous d'avoir lancé un titre, c'est comme un retour, en fait, en arrière. La situation aujourd'hui est nettement plus difficile que celle qui prévalait au début des années 2000. Au moment où on avait lancé le journal qui est devenu l'icône d'une nouvelle presse au Maroc dans les années 2000 et qui a formé une génération de journalistes et qui a essaimé aussi dans la presse jusqu'à aujourd'hui porter certains titres, y compris dans la presse électronique, se réclament de cette histoire-là. Ce qu'on a voulu faire après que le pouvoir, utilisant toutes les techniques qu'on peut imaginer, les procès en cascade, les emprisonnements, l'étouffement publicitaire, et ça aussi c'est un aspect qu'on devra discuter, qui est en relation avec les oligarques, notamment au Maroc, il y a tout de même un espace de liberté qui avait été gagné et puis ensuite déserté par la force des choses, puisque ces journaux ont été tout simplement assassinés.
Ce que je dis très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes talentueux qui sont partis, qui sont allés en exil, qui ont changé de métier. D'autres ont pris le maquis sur Internet. Mais l'espace est toujours là, en réalité. C'est de cette théorie qu'on a bâti, c'est sur ça qu'on a bâti le desk. On s'est dit, si on a gagné tout ça pendant une quinzaine d'années, cet espace-là existe, le lectorat est là, la conscience a été déjà... On a inoculé quelque chose dans la société. Alors comment ? C'est un espace quand même au contour flou, puisqu'il y a au Maroc cette fameuse ligne rouge. Il y en a plusieurs. Là, il y en a plusieurs, mais qui interdit, évidemment, de s'attaquer au palais. Ouais. Mais la ligne rouge, elle bouge en permanence. Elle est très mouvante. Alors, il y a des thématiques diverses. Il y a la personne du roi, ou le roi en tant qu'institution, ou représentant aussi de l'islam politique. Donc l'islam aussi, dans certains aspects, est indiscutable, on va dire. Il y a la question du Sahara occidental, qui est encore un tabou et qui fait l'actualité. D'ailleurs, on a fait des dossiers qui ont même un peu étonné auprès du lectorat, puisque personne ne fait d'enquête sur cette question-là et ne suit l'actualité de la manière avec laquelle on peut aujourd'hui au desk le faire. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle l'appareil sécuritaire, donc soit l'armée ou aussi les services qui sont soit attachés au ministère de l'Intérieur, soit les services qui ne sont pas institutionnellement identifiables. Donc, il y a ces lignes rouges qui s'appliquent à tous ceux qui s'aviseraient de les franchir et qui peuvent être lourdement sanctionnés. Et puis aussi les conflits d'intérêts. Oui. Et vous disiez qu'il y avait des similitudes avec d'autres pays, mais pour le coup, le Maroc n'échappe franchement pas à ces conflits d'intérêts entre responsables gouvernementaux et médias, avec même deux cas particuliers. Oui, il y a deux ministres qui sont à la tête de deux groupes de presse, je vais qualifier d'installés, puisque ce sont des groupes qui existent dans la durée. Mais les deux cas sont assez différents, mais finalement les conséquences sont les mêmes. Le premier cas est celui de M. Aziz Arnouch, qui est à la tête du groupe Caractère, dont le bateau amiral est La Vie économique, qui est le journal sérieux, l'hebdomadaire sérieux, on va dire, qui rapporte l'information sur l'économie, mais plus généralement, il a aussi un aspect généraliste. Mais c'est un groupe de presse qui a d'autres journaux. Et il y a le cas de Moulay Hafed El Alami, qui est, lui, ministre du Commerce et de l'Industrie. Tous deux sont des gens extrêmement riches. El Alami, à la tête, est un acteur principal dans le monde des assurances. Et M. Arnouch a fait sa richesse dans le pétrole. Donc, il a une grosse compagnie de distribution de pétrole. L'un est ministre de l'Agriculture et l'autre est ministre du Commerce et de l'Industrie dans le même gouvernement. El Alami a les Inspirations Écho, une web TV et un magazine. Alors, leur impact éditorial, très franchement, c'est pour ça que c'est un des aspects, n'est pas très fort en termes d'influence, parce qu'il représente la ligne institutionnelle, un peu, hein, donc ce qu'ils disent, on peut le voir aussi à la télévision, on va dire, à la télévision d'État, puisqu'il n'y a pas de télévision privée. Mais par contre, ils siphonnent le marché publicitaire, et si un média, qu'il soit traditionnel ou électronique, d'enquête nous on a fait par exemple une enquête sur le plan vert, qui est un des axes de développement adoubé par le roi, etc. On a fait une enquête pour dire que finalement c'est un fiasco. Au bout de quelques années, ce plan vert qui va révolutionner l'agriculture, dire ça, c'est être en opposition frontale avec la ligne qui est défendue par ces journaux. Ça peut, de l'extérieur, être considéré comme une diversité de points de vue, mais il faut savoir que vous allez avoir un boycott publicitaire de l'ensemble. Et c'est ça, il faut parler d'écosystème en réalité, parce que ces gens-là détiennent des journaux, mais aussi des régies publicitaires, et il y a des liens institutionnels entre eux. Mais il y a un troisième acteur que vous n'avez pas cité, qui est le roi lui-même. Parce qu'à travers la holding Société Nationale d'Investissement, il a des intérêts dans un qui est quand même un groupe, un quotidien économique qui est censé être le quotidien de référence, et un journal, un quotidien arabophone qui s'appelle As-Sabah, et on voit bien dans le traitement de l'information qu'ils sont évidemment du côté du patronat, mais ça ne nous étonne pas, mais ce qui est sur le plan politique,
ils défendent aussi des idées, ou ils participent même à rendre acceptables des idées qui sont diffusées traditionnellement dans la presse jaune. Alors là, on l'a vu ce week-end, chose qui a un peu choqué tout le monde. Il y a eu une manifestation contre le PJD, qui est le parti islamiste à la tête de la coalition, et qui, dans quelques semaines, il y aura des élections au Maroc, donc il défend sa place. Et une manifestation a été organisée au cœur de Casablanca, une mystérieuse manifestation, parce que personne n'a su qui l'avait organisée. Pourtant, il a fallu déployer une logistique exceptionnelle, des autocars, la corporation des taxis, des gens qui ont été appelés de toutes les régions, etc. Ce genre de journaux a rapporté l'information comme étant une manifestation de progressistes contre, évidemment, les islamistes rétrogrades. Nous ne sommes pas en faveur du PJD nous ne sommes pas forcément pour le PJD au sein du desk, ce n'est pas notre ligne éditoriale, vous pouvez l'imaginer. Mais face à cette situation, évidemment, dire la vérité devient extrêmement problématique. Yasmine Kasha, vous surveillez ce qui se passe en Tunisie depuis la révolution et la chute du régime Ben Ali en 2011. Est-ce qu'on a vu émerger de nouveaux médias indépendants? Nous, Mediapart est par exemple partenaire d'un site internet qui est passionnant, qui s'appelle Inkifada. Mais est-ce qu'il y a dans le paysage tunisien des médias qui ont pu monter en puissance, ou est-ce qu'on retombe sur la question monopole publicitaire, homme d'affaires proche du pouvoir? Alors en Tunisie, d'ailleurs RSF a mené dernièrement une enquête sur cette question avec Inkifada justement, sur la question de la concentration des médias. Alors il en ressort qu'il n'y a pas on n'est pas dans une situation oligarchique en Tunisie, pas encore. Il y a un nom qui revient souvent bien sûr, c'est Tarek Ben Ammar, que beaucoup de gens ici doivent connaître, mais qui investit beaucoup plus, qui est un producteur qui investit beaucoup plus dans le cinéma, mais qui a 50% de la chaîne Nasma, qui est actionnaire à 50% de la chaîne Nasma, la chaîne tunisienne Nasma. Donc on n'a pas de situation oligarchique en Tunisie aujourd'hui, mais on a une situation plutôt compliquée, c'est-à-dire en évolution. On est 5 ans après la révolution. On a l'apparition de certains nouveaux médias, électroniques notamment, Inkifada, vous l'avez cité, Nawet, etc. Mais pas de situation claire. En revanche, en Algérie, peut-être que je peux dire un mot aussi sur la situation en Algérie, qu'on compare souvent aussi à la situation au Maroc. Pas de situation oligarchique non plus, mais 2 hommes d'affaires qui ressortent quand même. Qui ont racheté plusieurs titres. Alors le nom qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps, notamment dans la presse française, Issad Al-Abrab, homme d'affaires, fortune personnelle estimée à 3 milliards d'euros. Opposé au 4e mandat, donc à la réélection de Bouteflika, ce qui lui a donné un positionnement assez d'opposant, un statut d'opposant, alors que dans les faits, sa fortune est quand même beaucoup liée au cercle du pouvoir. Donc Issad Al-Abrab, qui est détenteur d'un média, le média Liberté, titre de presse écrite. Les journalistes de Liberté ne considèrent pas qu'il y ait une influence directe de la part d'Issad Al-Abrab, en tout cas pour le moment. Issad Al-Abrab a tenté de racheter un deuxième groupe de presse très important en Algérie, Al-Khabar, via une de ses filiales, pas lui directement, mais lui à travers une de ses filiales. Ça n'a pas fonctionné, le pouvoir s'y est opposé. On sait que Issad Al-Abrab est intéressé par d'acheter une télévision, que le pouvoir de l'image fait très très peur au pouvoir. Et donc voilà, on a Issad Al-Abrab et puis on a un autre homme d'affaires qui est Ali Haddad. Ali Haddad qui est plus proche du pouvoir, qui est le président du FCE, du Forum des entreprises algérienne. Beaucoup plus proche du pouvoir, détenteur de 4 médias. Donc on est dans une situation qui évolue, qui n'est pas oligarchique, mais qui évolue du fait de l'ouverture du champ audiovisuel en Algérie. Il y a un homme d'affaires égyptien qui a racheté en 2015 Euronews, Naguib Sawiris.
Il possède 2 chaînes de télévision en Égypte. Il est proche du pouvoir. Oui. Pour l'instant, d'après les portraits qui ont été faits, l'influence éditoriale sur Euronews est contenue. Mais qui est cet homme? Et quelles sont ses intentions? Naguib Sawiris, c'est donc homme d'affaires très important, fortune aussi personnelle très importante, 3 milliards d'euros, copte, plutôt proche du pouvoir. Il est aussi fondateur d'un parti qui est le Parti des Égyptiens libres, donc très intéressé par la politique, par une question politique. Et donc ce rachat, il a déjà avec Tarek Ben Ammar un média qui est l'ONTV. Mais effectivement, ce rachat d'Euronews à 53%, donc 53% des parts ont été rachetés par Naguib, le reste quand même en Europe. Donc ce rachat est inquiétant parce que, avant tout, il ne faut pas oublier qu'Euronews, c'est 13 langues, c'est une possibilité de... Et on ne sait pas encore bien quelles sont ses intentions, donc assez inquiétante comme démarche. Voilà. On aurait pu commencer cette émission par la Russie, puisque finalement le titre de l'émission, les oligarques font leur shopping, fait référence à la décennie des années 90 où des oligarques avaient constitué des empires dans de multiples secteurs de l'économie, mais notamment dans les médias. Alors, Vladimir Poutine a un peu sifflé la fin d'une période, mais dans la verticale aujourd'hui du pouvoir, quel est le rôle des oligarques sur les médias en Russie? C'est vrai que les oligarques en Russie, leur âge d'or était vraiment dans les années 90. C'était à l'époque d'Eltsine, à l'époque de l'oligarque Boris Berezovsky, qui était d'ailleurs très proche du pouvoir, qui possédait de très grands médias, dont la première chaîne ORT. L'oligarque Vladimir Goussinsky aussi avait de très fortes positions dans les médias, avec notamment la chaîne NTV, qui était en pointe dans le paysage audiovisuel à cette époque et qui était... dont la couverture était très indépendante et très renommée. C'est notamment eux qui avaient mis en place un show satirique, un peu sur le modèle des Guignols en France, qui s'appelait Kukli, et qui a éreinté Poutine très durement pendant sa première campagne électorale en 2000. Et cet âge d'or, effectivement, il n'a pas duré, et très rapidement, dès ses premières années au pouvoir, Vladimir Poutine a très clairement poser les oligarques devant un choix, ou vous continuez à vous investir sur le terrain politique, à ce moment-là vous perdez tout. Donc notamment, Goussinsky a été arrêté très rapidement, il a ensuite été contraint à l'exil, son empire médiatique a disparu en quelques mois. Berezovsky, dans un premier temps, concurrent de Goussinsky, en était très content, et puis au bout de 1 an et quelques, il a lui-même vu l'ampleur que prenaient les événements, et ça s'est retourné très vite contre lui. En 2001, la prise en main par le pouvoir de la chaîne NTV a été vraiment un tournant en Russie, et ça a marqué la mise au pas du paysage audiovisuel, en fait. Et aujourd'hui, en Russie, l'audiovisuel est totalement sous contrôle. Donc les oligarques ont été contraints de s'aligner sur le Kremlin. Ceux qui ne l'ont pas fait ont été contraints à l'exil. Boris Berezovsky était à Londres depuis pas mal de temps. Il a été retrouvé pendu il y a quelques temps. Khodorkovsky a eu le sort qu'on lui connaît, 10 ans de camp, et il en est sorti il y a quelques temps. Maintenant, il se bat depuis l'étranger. Donc aujourd'hui, le paysage audiovisuel est totalement sous contrôle. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la structure qui joue le rôle d'oligarque, c'est une société comme Gazprom? Disons, Gazprom, oui, a eu... le géant gazier étatique de la Russie. Effectivement, Gazprom a eu un rôle tout à fait crucial dans la reprise en main du paysage audiovisuel en Russie, et notamment en reprenant les principaux titres phares que possédaient ces oligarques. Donc Gazprom, géant public, a repris donc notamment la chaîne, par exemple, Echo de Moscou, qui était un des grands emblèmes des médias indépendants. D'autres grandes sociétés semi-publiques ont également eu leur part dans ce processus. Notamment, la première chaîne ORT est devenue Первый канал, la première chaîne, qui aujourd'hui est vraiment une des principales chaînes du Kremlin, qui déverse une propagande éhontée à longueur de journée. La chaîne NTV, d'ailleurs, aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle pouvait être il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est également sur cette chaîne que des reportages prennent à partie un certain nombre d'opposants ou de personnalités de la société civile. Donc, ils s'y font diffamer et qualifier d'agents de la CIA sur base
reportages et d'investigations montées de toutes pièces. Donc tout ceci est vraiment derrière nous, l'âge d'or des oligarques. En revanche, les pressions aujourd'hui en Russie sur les médias indépendants continuent de passer par les patrons de presse. Donc les patrons de presse aujourd'hui, bon déjà les principaux oligarques ont massivement se sont débarrassés de leurs actifs dans les médias, trop dangereux, trop politiques. Mais les quelques-uns qui possèdent encore des médias font passer les directives et quand il le faut, sont contraints parfois à intervenir dans la ligne Alors éditoriale. je pense qu'on peut juste compléter en citant, parce que souvent, et Internet tout particulièrement en Russie à un moment a eu un impact considérable, et des sites d'information sur Internet avaient une très grande audience. Ce à quoi on assiste ces derniers mois, c'est aussi, ils sont tellement pourchassés que certains sont obligés de fuir. Et c'est comme ça qu'on a vu un site qui était très connu, qui s'appelait Lantaru, qui et ils font désormais leur site d'information. Tout à fait. L'exemple du site Lenta, d'ailleurs, est très intéressant, même du point de vue des patrons de presse et des oligarques, puisque c'est peu après sa reprise en main par un milliardaire proche du pouvoir qui s'appelle Mahmoud, en 2014, la directrice symbolique de ce site d'information, qui était le premier site d'information en Russie. Donc vraiment un titre très suivi par les citoyens russes. Donc en 2014, sa directrice a été remerciée du jour au lendemain et toute la rédaction, disons les 3/4 de la rédaction ont suivi en effet et ont fondé un nouveau média en exil qui s'appelle Medusa. Voilà, et qui continue cette mission d'information. Lentaru continue d'exister et d'ailleurs ne fait pas un travail absolument horrible, mais simplement couvre beaucoup moins de sujets sensibles et de manière beaucoup plus prudente. Et c'est de manière générale un peu la stratégie qui est observée en Russie. Il reste un certain nombre de médias indépendants de très grande qualité en Russie. C'est assez frappant. Mais en fait, le pouvoir les tolère tant qu'ils restent dans une certaine niche et qu'ils ne dépassent pas un certain auditoire. Qui est en Russie, en quelques mots, cet oligarque, ce milliardaire qui est admirateur de Poutine, il n'est peut-être pas le seul, en Russie, et Konstantin Malofeyev, et qui veut défendre un point de vue orthodoxe sur l'information. Effectivement, le cas de Malofeyev est assez amusant à la fois et un petit peu particulier dans la mesure où les oligarques, la plupart d'entre eux, ont préféré se réfugier dans une certaine neutralité médiatique. Dans le cas de Malofeyev, au contraire, c'est un enthousiaste. C'est quelqu'un qui est absolument sur la ligne de Poutine et qui veut la propager. Donc effectivement, il est à la tête d'un grand fonds d'investissement qui s'appelait Marshall Capital, qu'il a rebaptisé Tsargrad, donc la ville des tsars, qui a lancé récemment une chaîne qui s'appelle Tsargrad TV, qui pour l'instant reste tout à fait marginale. Cette personnalité aussi ambitionne de développer tout un réseau de médias qui propagent la bonne parole du monde russe dans les pays de la région. Donc notamment, il a investi en Bulgarie d'ailleurs, en Grèce, donc toujours dans l'idée de propager un point de vue orthodoxe. Donc effectivement, c'est quelqu'un de très croyant et de très aligné sur la nouvelle idéologie néoconservatrice du Kremlin. Et donc, il ne ménage pas ses efforts. Pour l'instant, encore une fois, il reste assez marginal, mais c'est assez intéressant de voir que ce type d'oligarque, pour le coup, est très à les faveurs du Kremlin, évidemment. C'est d'ailleurs lui qui fait le pont avec le Front National. Hein. Dans toutes les histoires d'emprunt russe et de financement russe du Front National, tout passe par Malofeyev. Julie Mengerzak, vous êtes basée à Bruxelles. Oui. Et on a parlé de quelques pays européens. Finalement, qu'est-ce que fait Bruxelles pour défendre les principes de base de la liberté d'information, du pluralisme? C'est vrai qu'on les voit peu présents sur la situation des médias en Bulgarie, mais on pourrait parler de la Roumanie, on pourrait parler de la Croatie, on pourrait parler régulièrement également de la France. Vous avez l'impression que c'est un souci ou que c'est une corvée que Bruxelles évite? Je pense que effectivement, Bruxelles, l'Union européenne ne défend pas suffisamment le pluralisme et la liberté de la presse. Ça, c'est une évidence. Il y a certaines règles, mais pas beaucoup. Par exemple, pour tout ce qui est médias publics, en fait, c'est de la compétence des États membres. C'est inscrit dans les traités, donc c'est très difficile à changer. Pour le pluralisme, il y a les règles sur les concentrations, qui sont des règles de la concurrence, mais qui ne sont pas particulièrement bien adaptées
à la spécificité du journalisme. Et sur récemment la Pologne, les cas de nomination, de mélange de pouvoirs politiques qui veut nommer les responsables des radios ou des télévisions publiques. Il y a un mécanisme qui concerne la protection des droits fondamentaux et de l'état de droit, mais un mécanisme qui est très compliqué à mettre en œuvre, que Bruxelles essaye, pour faire pression sur la Pologne en ce moment, d'appliquer, mais on sait qu'à la fin, le problème, c'est qu'il faut l'unanimité des États membres, et on sait que certains États membres, comme la Hongrie par exemple, ne donneront jamais leur feu vert. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. La loi sur les médias en Hongrie, qui a été justement, qui semble être transférée telle qu'elle en Pologne aujourd'hui, Bruxelles n'a rien fait contre cette loi qui organisait la mise sous coupe réglée des grands médias. C'est-à-dire que l'Union européenne a des beaux principes, des belles valeurs, mais il faudrait qu'elle se dote des mécanismes pour les appliquer et les faire respecter. Il y a une procédure de sauvegarde qui a été lancée sur la Pologne avec un délai de 3 mois, une forme d'ultimatum, on verra ce qu'il donnera. À la télévision publique polonaise, 150 journalistes ont été purement et simplement virés, et souvent, la plupart du temps d'ailleurs, sur des motifs politiques. Je recevais il y a quelques jours à Paris le patron d'un grand journal, Gazeta Wyborcza, qui avait pour crainte d'être racheté et qui avait dû prendre des mesures pour éviter, parce que le journal est en bourse, qu'il ne soit racheté justement par des amis du pouvoir polonais. Et puis il y a un pays dont on n'a pas parlé en Europe, brièvement, la Grèce, avec un système qui s'appelle le diploki, et qui résume beaucoup de choses. Oui, alors le diploki, donc le mot que les Grecs utilisent qui veut dire entre là, et que les Grecs utilisent pour désigner en fait une dizaine de familles, de grandes familles grecques qui règnent sur l'économie, la politique et les médias depuis une cinquantaine d'années. Quand Alexis Tsipras est arrivé au pouvoir, il a promis qu'il allait faire la guerre à ce système incestueux et à ces grandes familles. Il a ciblé effectivement l'une des grandes familles qui s'appelle les Bobolas, qui règnent sur le secteur de la construction, qui sont essentiellement 2 frères, donc l'un, Léonidas, qui règne sur le BTP, et l'autre, qui, lui, par le biais d'une maison d'édition, est propriétaire de 5 quotidiens, dont Ethnos, d'une chaîne de télé qui est Méga et d'une quinzaine de magazines et sites internet. Et donc le premier, Léonidas, qui est le roi du BTP, s'est réveillé un matin à sa grande surprise, parce qu'ils ne sont pas tellement habitués à être inquiétés, interpellé par la police et emmené au tribunal de commerce. Alors il en est ressorti libre quelques heures plus tard, mais il a dû payer 12 millions d'euros au fisc, qui devait au fisc. Alors c'est vrai que malheureusement, on n'a pas vu beaucoup d'autres familles inquiétées depuis. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on est, il n'y a rien de vraiment illégal. Il faut arriver à, c'est un système assez incestueux de copinage, et donc c'est très difficile de mettre fin à ce système, surtout que évidemment ils sont puissants. Il y a eu un autre exemple, si j'ai encore quelques minutes, en 2005, où là c'était un gouvernement conservateur qui avait essayé de limiter les conflits d'intérêts en faisant passer un projet de loi qui visait à interdire les industriels qui participaient à des marchés publics d'interdire ça s'ils détenaient eux-mêmes ou si un membre de leur famille détenait un média. Et, ironie de l'histoire, c'est monté à Bruxelles, et Bruxelles a retoqué la loi au nom de la liberté d'entreprendre. Bon. Merci.